Et nous sommes toujours en direct du Festival du Livre à Bazas avec Eugène Sacomano qui vient de nous rejoindre. Donc je vais laisser la parole à Vincent et à Damien tout de suite pour cette interview. Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent en direct de Bazas avec donc VS Radio. Damien à mes côtés, bonjour Damien. Bonjour Vincent, ça va ? Ça va très bien, merci. Je rappelle qu'aujourd'hui donc VS Radio est en direct du Festival du Livre à Bazas comme a dit Sébastien. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et poser des questions à notre invité de marque, puisque c'est Eugène Sacomano, pour notamment nous parler de son livre et nous parler également du métier de journaliste sportif. Voilà. Bonjour Eugène. Bonjour. Voilà, je vais laisser la parole à Damien qui va poser les premières questions. Bonjour Eugène. Donc, premièrement, j'aimerais vous poser une première question sur votre livre. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter justement votre œuvre Céline coupée en deux, justement ? Oui, c'est un livre concernant évidemment Céline, mais enfin, c'est un livre qui n'est pas une biographie, il faut le signaler tout de suite. C'est à partir du personnage de Céline et des décors dans lesquels il a vécu ou il aurait pu vivre que j'ai, à disons 50% ou 40%, inventé des situations qui auraient pu concerner Louis-Ferdinand Céline. Alors il y a des passages qui sont vrais, qui sont authentiques, dans la vie de Céline, mais la plupart des récits sont quand même le fruit de mon imagination, un peu délirante quelquefois. Mais enfin, je me suis régalé à le faire. D'accord, merci. Et justement, Louis-Ferdinand Céline, c'est une personne dite controversée. Justement, pourquoi vouloir faire un livre sur cette personne, justement ? Parce que d'abord, j'ai fait un premier livre sur lui il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Goncourt 32 et qui racontait comment en 1932, Céline avait perdu le Goncourt qui avait été attribué à Maseline. Et donc déjà, j'étais au courant il y a une dizaine d'années donc de la vie de Céline, comme j'étais un lecteur en particulier de Céline, comme je m'étais largement documenté sur sa vie. Il y avait des choses que j'avais envie de raconter, que je n'avais pas pu raconter dans ce premier livre. Et donc, je l'ai raconté dans le deuxième, qui s'appelle Céline coupée en deux. Alors, pourquoi coupée en deux ? Parce que c'est le personnage qui est coupé en deux, Céline, et non pas son œuvre. Très bien. On va faire une parenthèse sur votre métier d'origine. Journaliste sportif. Non. Journaliste. Pas journaliste. Ça n'existe pas. Je le dis pour les gens qui sont intéressés. Ouais. Le journalisme, c'est le journalisme point final. Tout à fait. Vous rentrez dans un journal, on ne va pas vous demander si vous faites du sport, de la politique ou de l'économie. Alors, quel était le déclic justement pour faire ce métier ? Le déclic, c'est que j'ai gagné un concours il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années, un concours qui s'appelait le concours du plus jeune radio-reporter de France. J'ai gagné ce concours devant un autre type qui est devenu par la suite célèbre, le pauvre, il est mort il n'y a pas longtemps, c'est Thierry Roland. Et donc ce concours m'avait amené aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Et donc à partir de là, il y a un journal de la ville que j'habitais, c'est-à-dire Nîmes, qui m'avait demandé de venir faire un récit sur ce que j'avais vécu là-bas. J'avais fait le récit, puis point final. Et 6 mois après, le patron de l'agence m'appelle en me disant tiens, on a un type qui est en longue maladie. Est-ce que ça vous intéresserait de venir le remplacer ? Alors moi, j'adorais ça, évidemment. Je suis venu et j'ai fait la locale de Nîmes pendant 1 an et demi, 2 ans, avant de partir au service militaire. Alors la locale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les sapeurs-pompiers ont tiré la galette des rois, c'est un incendie sur la route 95, c'est l'Assemblée générale des assureurs, etc. C'est ça la locale dans une ville comme Nîmes ou ailleurs. D'accord, merci. Et quel a été votre parcours scolaire et professionnel justement pour devenir journaliste ? Alors mon parcours scolaire à l'époque, on n'avait pas besoin de parcours scolaire, j'avais fréquenté les lycées d'Alès puis de Nîmes. Je me suis arrêté en chemin. Je suis comme beaucoup de gens. Je ne suis pas allé plus loin que la seconde, la première, premier trimestre. Et puis j'ai laissé tomber, je n'ai même pas le bac.
D'accord. Et concrètement, comment s'organise votre semaine de travail, par exemple, en tant que journaliste? Et surtout, vous, comment avez-vous travaillé? Comment vous organisez-vous, justement? Bah, dans un premier temps, c'est les autres qui vous organisent, si j'ose dire. C'est-à-dire des types qui vous disent tu vas là, tu fais ceci, tu fais cela. Et puis au fil du temps, c'est vous qui gérez plus ou moins votre emploi du temps. Et au bout du compte, quand vous devenez patron, comme c'était mon cas à Europe, j'étais directeur des sports. Et bon, bah, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Vous allez à tel endroit, à tel autre endroit. On gère comme ça, quoi. Et quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs de ce métier? Oh, je crois qu'ils sont tous positifs. Parce qu'on prend du plaisir, sinon on ne ferait pas ce métier. Hein. On prend beaucoup de plaisir. On vit la vie qu'on a souhaitée. Les aspects négatifs, il y en a très peu. Les aspects négatifs, souvent, c'est des aspects tout à fait à côté du métier, c'est-à-dire les voyages dans des conditions difficiles, les pays délicats où on peut aller. Voilà, surtout à mon époque, on allait dans les pays de l'Est. C'est pas tout le temps la joie, et voilà. Et quels conseils justement pouvez-vous donner à un jeune voulant être journaliste sportif? Je renouvelle, pour moi il n'y a pas de journaliste sportif, il y a des journalistes. Et alors comme conseil, je peux lui donner parce que maintenant de toute manière il ne sera pas pris autrement, ou alors il se révèle d'une façon extraordinaire. Mais sinon maintenant, et depuis pas mal de temps, depuis une trentaine d'années déjà, il faut passer par les écoles, hein. C'est le seul moyen, c'est-à-dire vous passez le bac, et après le bac vous passez par les écoles de journalisme, qu'elles soient, alors il y en a deux qui sont réputées comme les meilleures et célèbres, c'est le CFJ à Paris et l'école de journalisme de Lille. C'est les deux plus célèbres. Maintenant vous en avez partout, hein. Vous en avez à Bordeaux, à Marseille, dans les universités, etc. Et c'est la meilleure façon, je crois, parce que de plus en plus les patrons de journaux vont pas se casser la tête à prendre de risques. Les rédacteurs en chef, ils vont appeler les responsables scolaires ou universitaires de ces écoles, et ils vont leur dire voilà qui tu as, qui vous avez, qui sont les meilleurs, et voilà. D'accord. Et justement, moi, quand on me dit Eugène Sacomano, ça me fait penser à votre fameuse émission RTL, On refait le match. Oui. Et justement, pourquoi avez-vous arrêté cette émission? Ben parce que d'abord elle s'appelait Le match du lundi quand j'étais à Europe 1, et elle est devenue On refait le match à RTL et puis sur les chaînes de télévision. Et cette émission m'est venue de deux origines différentes. L'une, c'est l'Italie. J'ai toujours beaucoup de confrères en Italie, et les Italiens se passionnent pour le foot et se passionnent surtout pour la polémique et l'info. Ils sont plus concernés que nous pour l'info, par exemple. Les transferts, les attitudes des entraîneurs, des joueurs, tout ça. Et j'avais un copain, Tony Damascelli, qui faisait une émission à Télé Lombardia. Je ne me souviens plus du nom de l'émission, mais il réussissait, c'était le premier, à faire une émission le dimanche après-midi, c'est-à-dire le moment où il y a les matchs en Italie, hein, sans les images de foot. Il racontait comment ça se passait et tout ça. C'était formidable. Alors il y a ça, l'Italie, et il y a l'émission en France de France Inter qui s'appelle toujours Le Masque et la Plume, qui était dirigée par des types comme Jean-Louis Bory, des types formidables à l'époque, qui maintenant est dirigé par Jérôme Garcin. Alors évidemment c'est artistique, là c'est du cinéma, des livres et tout ça, mais c'est très polémique. Et les gens ne sont pas d'accord, y compris dans le public. Ils manifestent leur opposition aux idées qui sont annoncées, et ça bagarre, c'est chouette, voilà. D'accord. Et justement, entre le journalisme et l'écriture, justement, il y a quand même une sacrée différence. Pourquoi cette envie d'écrire? Ah ben moi j'ai commencé par l'écriture, hein. J'ai commencé à 18-19 ans par écrire, ensuite jusqu'à 33 ans j'ai écrit, je ne parlais pas à la radio. Ah si, j'étais correspondant d'Europe 1, ouais. Mais correspondant, c'est pas... Mais j'écrivais au Provençal, donc je faisais des papiers. Donc pour moi, l'évolution, puis déjà quand j'étais encore
journaliste de presse écrite quand j'ai écrit Borsalino, enfin Bandit à Marseille, qui est devenu au cinéma Borsalino. Donc ça m'a pas gêné, quoi. L'écriture, il y en a qui démarrent directement à la radio ou à la télé, et c'est très bien. Et puis il y en a comme moi qui démarrent dans la presse écrite et qui passent. Ok. Quel a été le match qui vous a marqué durant votre carrière? Je l'ai dit tout à l'heure dans une précédente émission, c'est le match qui m'a le plus marqué, je crois que c'est le match France-Brésil à Guadalajara au Mexique, où la France avait gagné au tir-but. Le score c'était 1-1, je crois, et elle s'était qualifiée pour les demi-finales, mais elle était tellement sur les genoux après avoir livré un match magnifique contre les Brésiliens, les avoir battus. Elle était sur les genoux quand en demi-finale, elle est tombée sur les Allemands qui les ont battus, évidemment. Et quels sont vos projets? Mes projets, j'ai 2-3 livres en projet, dont un qui concernera Jean Giono. C'est sur une période de la vie de Jean Giono. Et puis un autre sur un roman qui n'est pas une biographie, qui est un truc comme j'aime, c'est-à-dire un récit qui est à partir d'une biographie, enfin, à partir d'une histoire, j'invente des trucs et voilà, quelles sont mes activités actuelles. Et je continue à faire un peu, bien sûr, de télévision à 365. Exactement. Et justement, pour nous, justement, c'est un très grand plaisir de pouvoir vous avoir en face de nous, puisque vous êtes journaliste, vous avez réussi dans le milieu. Et nous, on a une émission, justement, Sport News le lundi, dans cette radio de 19h à 20h. Et justement, Vincent va vous poser une petite question. Oui, voilà. Par rapport à l'émission sportive, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de la saison de Ligue 1 quel est votre point de vue, et particulièrement sur le club des Girondins de Bordeaux, qui est le club phare de la région? Oui, il faut dire que les Girondins de Bordeaux n'ont pas fait une saison extraordinaire. Je les ai connus bien plus brillants il y a très longtemps de ça, sous l'époque de Giresse, Bèze, le patron, dans les années 80. Girard, Tigana et tout ça. Ça, c'est une grande équipe de Bordeaux qui disputait régulièrement la Coupe d'Europe. Alors maintenant, c'est une équipe qui est gentille, moyenne, et qui cette année n'a pas été remarquable. Hein. Et puis surtout, elle n'a pas été remarquable pour ses supporters parce qu'elle n'a pas joué un jeu très captivant, il faut bien le dire. Alors ça, c'est un peu le bilan de Bordeaux, qui s'en tirent convenablement, puisqu'ils sont à leur place, et finalement, ils doivent être 10e ou 12e. C'est ça? Non, à peu près. 9e, ils sont. Hein? 9e, oui. 9e, oui. Ils s'en tirent convenablement. Mais bon, ça n'a rien à voir avec, évidemment, les 3 équipes de tête, ou rien à voir avec d'autres équipes comme Saint-Étienne ou Nice, qui cette année ont parfaitement bien joué le coup. Alors c'est vrai que Bordeaux va disputer une finale de Coupe de France folklorique contre Évian-Tonon-Gaillard. Quelle belle affiche! Bordeaux, Évian-Tonon-Gaillard. Oui, c'est sûr. À votre santé, c'est pas une finale que j'irai voir. Je ne regarderai peut-être même pas à la télévision. Alors vous vous rendez compte. Et votre pronostic? Bordeaux devrait gagner quand même. Et pour la 4e place, puisqu'on sait même voir la 3e place? La 4e place, la 4e. Ah, 4e. Ouais. La 4e, il y a du monde. Hein. Il y a Lille, il y a Nice, il y a Saint-Étienne. Et il y a ce fameux match Saint-Étienne-Lille? Oui, effectivement. Alors, c'est même Lille, Saint-Étienne. Oui, Lille, Saint-Étienne, oui. Moi, je crois que Saint-Étienne va avoir la 4e place quand même. D'accord. Parce qu'ils ont une motivation que n'ont pas les autres. J'ai comme l'impression. Oui, et puis ils ont gagné une coupe cette année, enfin. Oui. Oui, donc je pense que c'est l'année stéphanoise. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. bien. Ça va les motiver, oui, c'est sûr. Et du coup, est-ce que vous avez un petit dernier mot à dire, quelque chose, je sais pas Non, quelque chose que j'aurais à dire, c'est continuer à faire des radios locales comme ça, c'est vachement intéressant. Et si vous pouvez, essayez d'élargir votre truc, votre système, et ma foi, passionner les gens de Bazas. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, on tient à vous remercier, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir rencontré. Avec une personne d'expérience dans le milieu du sport, donc on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Voilà.